Bonjour à tous, merci d'avoir choisi cette table ronde. La salle n'est pas très grande, on aurait pu se passer le micro, mais comme nous enregistrons la conférence aujourd'hui, on va utiliser ces micros. Donc le thème de cette table ronde, c'est la contribution des hommes à la création de valeur dans les entreprises. Et on a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir un panel avec 3 personnalités qui ont des expériences très différentes et complémentaires dans le monde de l'entreprise, dans le monde des ressources humaines et de la formation. Et on a aussi le côté investisseur. Donc je pense qu'on va avoir 3 éclairages complémentaires et très intéressants sur la question aujourd'hui. Je voulais commencer en vous demandant à chacun d'entre vous un exemple concret tiré de votre expérience où vous avez pu voir illustrer comment les hommes contribuent à la création de valeur dans les entreprises. Laurent, je vous laisse commencer. Bonjour. Alors moi, je vais vous parler depuis la perspective d'un fonds d'investissement dédié à ce qu'on appelle l'impact investing, donc qui a pour ambition de générer à la fois une performance financière et une performance sociale. Et nous avons investi dans une dizaine d'entreprises et j'ai envie de vous citer le cas de Ulule. Ulule est une plateforme de crowdfunding en dons avec contrepartie, c'est-à-dire que vous financez par exemple un documentaire, un projet entrepreneurial engagé en général, et vous avez en contrepartie, vous recevez l'objet ou vous avez votre nom au générique. Enfin, c'est ce qu'on appelle de plateforme de dons. Et donc, on est dans l'économie collaborative. Et ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est justement quand on pense aujourd'hui au capital humain, en particulier aux hommes, de plus en plus, en tout cas dans nous, ce qu'on voit, on voit des modèles qui sont assis sur de la collaboration. Et typiquement, Ulule est un de ces exemples où le premier asset, enfin l'asset le plus stratégique de l'entreprise est sa communauté. Sa communauté, c'est des porteurs de projets et c'est des contributeurs. Et c'est eux qui créent la valeur de l'entreprise. Ulule est là pour organiser l'échange entre pairs et ce qui a beaucoup d'implications en termes de conduite de business. C'est-à-dire que si vous n'avez plus l'adhésion de la communauté, vous perdez complètement, vous perdez la quasi-totalité de la valeur. Et donc, ça implique un vrai travail sur les valeurs, de faire collaborer beaucoup de gens autour de ce qu'est votre mission et de ce que sont vos valeurs. Et puis, ça a des implications en termes de répartition de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, Ulule, c'est relativement petit. On a mis de l'argent il y a 1 ou 2 ans. Ils ont un objectif de multiplier par 10 en quelques années. La question de la valeur se pose quand on grandit, pas quand on ne gagne pas encore d'argent. Aujourd'hui, ils ont une très forte adhésion de la communauté. Mais qu'est-ce que doit être un mode de répartition de la valeur, peut-être dans 5 ans ou 10 ans, qui rétribue de façon équitable l'ensemble des contributeurs de la valeur? Et ça peut être une rétribution financière, donc il faut réfléchir de façon financière, mais pas seulement. Très intéressant, merci. Monsieur Barou. Alors, à votre permission, je vais en dire 2, mais ultra rapidement. La première, j'étais DRH de Thales. On était en contact avec une entreprise de soft, petite, une 50aine, et il y a eu un problème. Et je me souviens de ce contact, ce dirigeant qui vient nous voir, qui nous dit « Je suis aux abois, je ne sais pas quoi faire ». J'ai reçu la visite de mon concurrent américain, qui a osé me dire qu'il allait me racheter mon entreprise pour une bouchée de pain. Alors évidemment, ça l'a mis en colère. Et l'autre lui a dit « Non, mais je fais ça par pure bonté d'âme ». Alors l'autre ne comprenait pas. Il lui a dit, attendez, vous allez mieux comprendre. Attendez, regardez ce dossier. Et dans ce dossier, il y avait les lettres d'embauche de ses 50 collaborateurs. Et sur l'entreprise valait 0. Donc, qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise dans le domaine des hautes technologies? Deuxième exemple, là, il se trouve qu'on est dans cette maison. Moi, j'ai été conseiller social du FSI pendant 3 ans. Un des dossiers, ça m'avait frappé, alors je ne donnerai pas le nom de l'entreprise, une entreprise de taille moyenne-grande. Le patron de l'entreprise nous avait dit quelque chose que je trouvais intéressant, en disant il y a eu un débat sur une diversification.
financièrement, il pouvait le faire, il y avait un marché, enfin, l'étude marketing, tout était bien. Et lui a dit, je ne le fais pas, parce que je considère qu'en termes de compétences et de culture d'entreprise, nous ne saurons pas le faire. Ça serait quelque chose de trop loin de notre culture. Donc on va aller à l'échec pour une raison humaine, au fond. Et je trouve que ce genre de raisonnement, alors ça ne rentre pas en général dans les grilles de McKinsey, mais c'est pourtant la vraie vie. Et ça peut expliquer d'ailleurs un certain nombre de réussites ou d'échecs de fusion, d'acquisition. Merci. Moi, je ferai un constat. Alors, j'ai travaillé pour le groupe Veolia longtemps sur les approches de knowledge management et en particulier sur l'identification des savoirs sensibles pour la filière technique, il y a quelques années. Le constat que je peux faire, c'est que lorsque ces savoirs sont formatés, formalisés, partagés, identifiés, il décuple la capacité de l'entreprise à mieux comprendre le marché qui l'environne et donc à se développer, à innover et non plus seulement à réagir, voire à gérer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez une constante.